On vous le disait en début d'émission, c'est la maladie héréditaire la plus répandue sur le continent et elle est responsable de près de 40 000 décès tous les ans. Ce soir, on parle de la drépanocytose avec vous, Dr Kadjo Morokro, et vous, professeur Gustave Kofi, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous présente, vous êtes chef de service d'hématologie clinique au CHU de Yopougon en Côte d'Ivoire. Vous êtes également président du comité scientifique de la Société africaine d'hématologie. Vous êtes coordonnateur national du projet multipays drépanocytose et auteur du livre « Tout savoir sur la drépanocytose » aux éditions universitaires de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, quelques chiffres pour commencer. Sur 100 bébés qui naissent dans le monde, 2 sont atteints de drépanocytose. Et il y a plus de 80 millions de personnes qui sont atteintes sur le continent. Et le pays le plus touché dans le monde, c'est le Nigeria. Le deuxième pays en Afrique, c'est la République démocratique du Congo. Professeur, qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, le fait que l'Afrique soit le continent le plus touché? Pourquoi est-ce qu'on qualifie la drépanocytose de maladie des Noirs? D'abord, il faut définir ce que c'est que la drépanocytose. C'est d'abord une maladie génétique. Qui dit maladie génétique parle d'une maladie qui est transmise par les parents, c'est-à-dire du père en fils. Et pourquoi la race noire? Parce que justement, les étiologies, n'est-ce pas, de cette maladie ramènent, n'est-ce pas, au lien avec le paludisme. C'est ce qui explique qu'en Afrique, la zone, n'est-ce pas, dans laquelle sévit, n'est-ce pas, la drépanocytose, c'est une zone qui est superposable à la zone d'endémie palustre. On sait, par exemple, que les sujets qui sont porteurs du trait drépanocytaire allaient conférer une résistance vis-à-vis du paludisme. Et ceux qui ont une forme majeure de drépanocytose, les formes SS, mouraient, n'est-ce pas, de drépanocytose avant 20 ans. Et puis, les sujets porteurs qui sont dépourvus de drépanocytose, notamment les sujets AA, mouraient de paludisme. Et donc, au fur et à mesure, n'est-ce pas, de l'évolution, le fait que les porteurs du trait résistaient, n'est-ce pas, au paludisme, avec le brassage, on va assister, n'est-ce pas, à l'émergence, n'est-ce pas, de la maladie. C'est ce qui explique que les taux de prévalence sont plus élevés dans ces zones-là. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, c'est quoi le AA, c'est quoi le AS? En fait, n'est-ce pas, l'hémoglobine normale, c'est l'hémoglobine A, qu'on appelle hémoglobine adulte, A. Et l'hémoglobine S, c'est cette hémoglobine qui traduit, n'est-ce pas, la drépanocytose. Pourquoi S? S qui vient du terme anglo-saxon, qui est cycle cell. Voilà, les Grecs disent drépanos, les Américains, les anglophones disent cycle cell. Donc S signifie l'anomalie, n'est-ce pas, de la drépanocytose. Et donc les sujets qui sont porteurs, n'est-ce pas, du trait, sont des sujets qui ont une moitié de l'hémoglobine normale, donc A, et une autre moitié qui est l'hémoglobine anormale, qui est l'hémoglobine S. D'où les porteurs du trait AS. Maintenant, les sujets qui vont hériter des deux parents, n'est-ce pas, de l'anomalie, n'est-ce pas, du gène S, vont se retrouver à une hémoglobine SS. Donc, c'est-à-dire que c'est des formes majeures. Donc, c'est ce qui fait la différence SS et AS. Vous parlez de formes mineures et majeures. Donc, même quand on a une forme AS, on est déjà considéré comme atteint de drépanocytose. Non, les formes AS, ce sont les porteurs... Sont porteurs, mais porteurs sains. Sains. Très bien. Mais qui ne font pas la maladie, mais qui sont transmetteurs. D'accord. C'est justement sur ces sujets-là qu'il faut faire la prévention. Parce que justement, c'est l'union de deux porteurs AS qui génère, n'est-ce pas, l'enfant drépanocytaire. Connaître son statut, c'est important. Professeur Kofi, docteur Kadjo, j'imagine que vous connaissez votre statut, mais Kimi, est-ce que tu connais le tien? Je suis gênée d'avouer que non. Et je vais reprendre vos propos, docteur Kadjo Morokro, que vous avez dit dans un podcast. La drépanocytose, on n'y pense pas tant qu'elle reste une maladie qui touche le voisin, le fils d'un ami ou un cousin. Et la Fondation LIA, vous l'avez créée parce que vous étiez touché personnellement par la drépanocytose. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai une fille drépanocytaire majeure, SS, qui a aujourd'hui 17 ans et qui est bien suivie. Au début, c'était très difficile déjà de l'accepter et on ne savait pas comment on allait faire tous les jours. Et c'est pour cela qu'on a voulu partager notre expérience de parents en créant cette association pour venir en aide à des personnes et à des personnes vivant avec la drépanocytose et vivant avec des enfants drépanocytaires. Donc c'est un peu à cause de ma vie personnelle, parce que je suis de plein fouet touchée. Et qu'est-ce qui est difficile quand on est parent d'un enfant drépanocytaire? Moi, je crois que ce qui est difficile, c'est de pouvoir expliquer à cet enfant qu'il a une anomalie de son sang, parce que ses globules rouges à lui sont déformés, ils ne sont pas comme les autres. Donc, et il faut faire attention, et que cette maladie, on peut en mourir.
il faut faire attention, il faut boire de l'eau, il faut prévenir quand on a un peu le corps qui chauffe, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à expliquer à un enfant. Et c'est pas toujours compris de la même façon parce que il va courir, il va oublier de boire, etc. Donc c'est ça que je pense qui est le plus difficile, surtout à expliquer son rapport avec la mort. Comment on parle à un enfant de la mort très tôt, je suppose, Oui. de son rapport à la mort? Comment est-ce qu'on fait? Ben on explique. Moi, dans mon cas, j'ai expliqué à ma fille que cette maladie, elle peut en mourir. C'est une maladie qui est grave, parce qu'elle touche l'ensemble de son système, donc le cerveau, le rein, le cœur. Donc c'est pour cela que c'est important pour nous et pour elle qu'on aille faire les soins quand elle se sent pas bien, qu'on aille faire des bilans réguliers, qu'on prenne son sang, parce que les enfants n'aiment pas se faire piquer. Donc il fallait expliquer tout ça et qu'elle accepte aussi. Et donc elle fait attention. Donc elle a eu une éducation sur sa maladie. Et au fur et à mesure, dans tous les cas, on est obligé d'éduquer ces enfants-là, parce que sinon, ils se mettent en danger parce que peut-être qu'ils ont envie de jouer avec leurs amis, etc. Ou c'est un peu ça, quand ils se fatiguent. Elle avait quel âge quand vous avez eu cette conversation? Cette toute première conversation. La première fois qu'on a eu cette conversation, elle avait 6 ans, parce qu'elle faisait ce qu'on appelle, elle faisait une séquestration splénique, donc elle avait une grosse rate et on devait la transfuser. Wow. Et donc on devait la transfuser. Elle a été transfusée, je pense, 1 ou 2 fois. Et après, on a commencé à parler de ça. Pourquoi elle, pourquoi pas les autres, etc. Donc ça commence toujours comme ça. Professeur, vous qui vous retrouvez en train de justement suivre même des enfants qui sont atteints de drépanocytose, est-ce que dans le rapport dans la discussion, est-ce que vous sentez des fois que les enfants se retrouvent impliqués dans la gestion de leur maladie? Est-ce que les parents, ils arrivent à parler à leurs enfants, comme Dr Kadjo Morocco l'a si bien fait? Souvent, les parents s'ignorent de drépanocytaire. S'ils n'ont pas fait le test, le plus souvent, c'est l'enfant drépanocytaire qui fait révéler, n'est-ce pas, que les parents sont porteurs. Donc, c'est les parents qui doivent être éduqués sur, n'est-ce pas, l'hygiène de vie, sur la nécessité, n'est-ce pas, de suivi régulier à vie. Cette maladie, certes, qui a été longtemps orpheline et négligée, mais aujourd'hui, avec les progrès, n'est-ce pas, de la science, cette maladie, lorsqu'elle est bien suivie, de façon précoce et à vie, eh bien, l'enfant a une espérance de vie qui est superposable à celle du sujet sain. D'où l'importance, n'est-ce pas, de la sensibilisation, de l'éducation, de la communication dans la société, parce qu'avant tout, cette maladie n'est pas seulement qu'une maladie des médecins, hein, c'est une maladie communautaire. Voilà, donc je pense que c'est avec les efforts de tous qu'on peut vraiment réussir à atteindre l'objectif, quoi. Docteur Kadjo, est-ce que dans votre suivi de femmes enceintes, vous avez déjà reçu des femmes qui venaient et qui n'avaient pas eu à faire leur test? Alors moi j'ai peut-être un biais de sélection parce que je suis porteuse AS et dans mon cursus de prise en charge des femmes en assistance médicale à la procréation, je leur demande systématiquement le test de l'hémoglobine. Donc toutes les femmes que je reçois en consultation et à la clinique font leur électrophorèse. Donc ça, nous on l'a inclus de facto dans notre prise en charge. Alors, si vous êtes comme moi, que vous ne connaissez pas encore votre statut, comment on fait son électrophorèse? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on le fait? Combien ça coûte? Voilà, alors il existe plusieurs tests. Il y a ce qu'on appelle les tests de dépistage rapide, qui sont les TDR, où on a les résultats en 3 à 4 minutes. D'accord. C'est un prélèvement au bout du doigt, et donc les tests sont disponibles, qui coûtent environ 2500 à 3500 Francs CFA, ça c'est en Côte d'Ivoire. Ce sont des tests qualitatifs, non, partout même sont disponibles. Très bien. Qui disent, n'est-ce pas, le type d'hémoglobine, mais qui n'empêchent pas, n'est-ce pas, la confirmation par les tests, par l'électrophorèse de l'hémoglobine, qui va donner, n'est-ce pas, les formes en termes de pourcentage. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la forme AS, la forme SS, mais il existe ce qu'on appelle les formes composites. C'est le cas des formes SC, les formes SFA2 et les formes SAFA2. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs formes. Et ces formes-là sont révélées, n'est-ce pas, par le test de dépistage, qui est l'électrophorèse de l'hémoglobine. Et donc, c'est un test qui, dans le public, coûte environ 6 000 francs CFA. À quel moment est-ce qu'il faut faire son diagnostic, son dépistage? Je prends toujours l'exemple des États-Unis parce que c'est eux qui ont évolué, n'est-ce pas, dans la prise en charge. Hein. Ils ont mis en place d'abord ce qu'on appelle le dépistage néonatal, c'est-à-dire newborn screening, c'est-à-dire qu'au bas âge. Et ce dépistage néonatal
a permis, n'est-ce pas, d'apporter, n'est-ce pas, une réponse vraiment significative, n'est-ce pas, à la lutte. Et après, maintenant, il y a le dépistage systématique. C'est vrai qu'on dépiste les nouveaux-nés qui naissent, mais il faut commencer par dépister, n'est-ce pas, la population. Parce que si les gens sont dépistés, qui sont porteurs de traits de drépanocytose, et qui savent qu'il faut éviter l'union des couples à risque, on va réduire de façon considérable la naissance des enfants drépanocytaires. Donc, toutes les personnes qui ont un projet de mariage, qui ont un projet, n'est-ce pas, d'enfant, doivent se soumettre, n'est-ce pas, au test. Il y a des couples qui sont AS, mais ne se séparent pas. Est-ce que vous avez déjà eu affaire face à des cas, ils viennent vous voir et ils vous disent que c'est vrai, on sait qu'on est AS, nous deux on est AS, mais on ne veut pas se séparer. Les sujets porteurs du trait ont la possibilité, à l'heure actuelle de la science, et je pense que le docteur Myriam peut vraiment confirmer, n'est-ce pas, de mettre au monde des enfants dépourvus d'anomalies. Mais là, ce n'est pas génie génétique. Par le biais, n'est-ce pas, de l'accouchement in vitro, n'est-ce pas, qu'on peut le faire. On peut sélectionner au laboratoire les gamètes, n'est-ce pas, dépourvus d'anomalies. Et puis, par un phénomène d'un projet, n'est-ce pas, de fécondation in vitro, où on a sélectionné, n'est-ce pas, les gamètes qui sont sains, on peut, n'est-ce pas, obtenir un enfant sain. Mais ça a un coût. C'est un coût vraiment très élevé.